Merci Hannah, merci cher maître. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Benjelloun pour l'organisation de ces journées. Je la félicite. Et je sais qu'il n'y a pas uniquement les gens qui sont présents avec nous, il y a aussi les gens qui sont en ligne. Et aussi, ça va motiver les gens de partager aussi l'information sur les thérapeutiques de la dysautonomie. Et vraiment, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous une psychiatre, Nada Azzouz, docteur Nada Azzouz, parce que nous, les cardiologues, il faut le reconnaître, on n'est pas spécialisé dans les thérapeutiques de la psychiatrie. Et la problématique, c'est que la symptomatologie de la dysautonomie elle se confond parfois avec la symptomatologie psychiatrique. Du coup, tout le temps, on trouve des patients qui sont un peu... il y a une association de symptomatologie entre les deux, et parfois on est amené à prescrire cette classe thérapeutique. Nous, en tant que cardiologue, on va prescrire les IRSNA. Du coup, aujourd'hui, on va éclaircir les idées sur cette classe thérapeutique. Normalement, IRSNA, on connaît très bien, c'est un antidépresseur, mais là, aujourd'hui, on va se focaliser sur cette thérapeutique. On va parler de ses mécanismes d'action, ses indications en psychiatrie et en cardiologie, et puis après, on va parler des modalités thérapeutiques. Donc, cette présentation, on va l'animer toutes les deux. Donc, je vais parler de la première partie, et puis après, Nada, elle va parler de la deuxième partie. Donc, pour commencer, je vais parler d'un cas clinique réel. Alors, monsieur SA, c'est un patient jeune, 43 ans. Il n'a pas d'antécédents particuliers. Ça fait presque 2 ou 3 ans qu'il fait des lipothymies avec des pertes de connaissances. Je n'ai pas écrit perte de connaissances syncopale, puisqu'il n'a pas été assisté par un médecin. Donc, il y a des lipothymies. Il y a plusieurs. On peut dire que 2-3 fois par semaine, il fait des pertes de connaissances. Il a consulté chez un cardiologue, il a fait toutes les explorations, il a fait un bilan biologique qui est revenu normal, il a fait un échocardiographie des trans supraaortiques, il a fait un haltéro-ECG. Le cardiologue a jugé que c'est probablement une hypotension, d'après les éléments cliniques qu'il avait vus, et il l'a mis sous effortile. Malgré l'effortile, le patient est resté asymptomatique, bien sûr, avec des mesures d'hygiène. Le patient, il fait bien les conseils que son cardiologue lui a prescrits, à savoir l'hydratation, des bas de contention, alimentation salée. Et malgré ça, il a persisté, il y a persistance de la symptomatologie. C'est pour ça qu'il a été adressé au centre de dysautonomie à l'hôpital de Bouskoura, où on a complété les examens et on a vu tout ce qu'il a fait. Et on a décidé de refaire l'exploration du système nerveux autonome. Alors, quand on l'a vu, l'examen clinique était tout à fait normal. Et ça, c'est l'ECG de repos. Sa fréquence cardiaque au repos était entre 48 et 56. Avec une tension artérielle à 10 sur 5. Là, je veux dire la tension des cardiologues, nous, on est des cliniciens. Quand on voit un ECG, il faut le voir d'une façon critique. Oui, c'est un ECG normal, mais attendez, c'est une fréquence cardiaque qui est basse quand même. C'est un test qui a été réalisé après arrêt de 2 jours de l'effortile. D'après le patient, il n'a pas supporté cet arrêt, mais quand même, on a insisté qu'il l'arrête pour que le test soit significatif. Et regardez la tension, il y a une petite tension, 10 sur 5 cm de mercure. Quand on voit le CG, oui, le CG il paraît normal, mais si on regarde bien, regardez ces espaces, je ne sais pas si vous avez le pointeur, cet espace-là et cet espace-là, il y a une différence. Regardez cet espace et cet espace entre RR. Déjà à l'ECG de base, je soupçonne ce qu'on appelle la fameuse hyperactivité vagale. Donc c'est un patient qui est déjà bradycarde, il a une tension qui est toute petite, et il a une variabilité de fréquence cardiaque. Donc on n'a pas encore commencé, mais je soupçonne quelque chose. Je fais le deep breathing, comme vous le savez très bien, donc la respiration profonde, et on a calculé, on a trouvé une réponse vagale qui est calculée à 88%, pour une normale qui ne doit pas dépasser 30%. Le hand grip, il a jugé, on a trouvé une réponse vagale à 30% pour une normale qui ne doit pas dépasser 10%, et donc on a conclu que donc déjà, à cette étape-là, on est devant une hyperactivité vagale. Donc le cardiologue, le médecin traitant, d'après les conseils qu'il a donnés au patient et la lettre qu'il a transférée, il m'a écrit hypotension orthostatique. Donc là, je suis devant une hyperactivité vagale.
je continue le test. Il ne faut jamais s'arrêter. Si on trouve une lésion, si on trouve une anomalie, on ne dit pas voilà, on prend une conclusion, on s'arrête. Toujours, il faut finaliser parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut trouver par la suite. Test-il ce test? Donc ça, c'est pas notre passion, c'est juste un mannequin pour vous montrer, pour rappeler ce que c'est que la tilt test. C'est la table d'inclinaison. Donc normalement, lorsqu'on a un patient avec notion de perte de connaissance, il faut prolonger la table jusqu'à 30-45 minutes. Quand on fait le test actif, en principe, c'est juste 10 minutes. Mais dans le tilt test, il faut dépasser les 10 minutes parce qu'on cherche d'autres anomalies orthostatiques. Alors, dans le primo-orthostatisme, ça veut dire les quelques minutes après la levée, la fréquence cardiaque était au repos à 50, il est passé à 62. Vous savez très bien, quand on veut évaluer le test orthostatique, il n'évalue pas uniquement la réponse sympathique, mais aussi la réponse parasympathique, ça veut dire la réponse vagale. Et ceci dans les toutes premières secondes. Du coup, lorsqu'on a une fréquence qui passe dans les premières secondes de 50 à 62, déjà on a un rapport à 24. Pour une normale qui ne doit pas dépasser 10%. Donc évidemment, c'est l'hyperactivité vagale qu'on a trouvée déjà dans le deep breathing et dans le hand grip. Pour ce qui est de la tension artérielle, on a une tension qui était de base, petite tension à 10, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baissé durant les 3 premières minutes pour arriver à 80, entre 80 et 85. Donc effectivement, selon la définition, donc on vient de faire la présentation ce matin de professeur Haboub Meriem, et c'est la définition de l'hypotension orthostatique. Donc c'est un patient qui fait une hyperactivité vagale et il fait aussi de l'hypotension orthostatique. La surprise, à la 10e minute. À la 10e minute, qu'est-ce qu'il fait le patient? Il fait une bradycardie sinusale. Il baisse à... D'abord, c'était à 50, il baissait à 48, 46, et puis il est arrivé à 32. Le patient a perdu connaissance, trouble de conscience, il ne répond pas. La tension artérielle, elle a chuté, il est arrivé à 40. Donc, on est devant un patient qui syncope devant nous. Bien sûr, vous pouvez imaginer, on fait tout le temps des tests de SNA, et pas tous les malades ils font cette crise. On était alarmés rapidement, on a arrêté le test. Le patient, on l'a incliné, position train de Lambourg. Donc le temps de ramener le matériel, on a quand même pris une voie veineuse et on a mis un sérum salé pour le remplir. Il a rapidement récupéré au bout de 2 minutes après la position de train de Lambourg. Donc on a vraiment assisté à une syncope. Voici le CG juste après. Donc le CG que je vous ai montré tout à l'heure, c'était au cours de la perte de connaissance. Vous voyez bien qu'il y a une bradycardie sinusale. Et qu'est-ce qu'on voit vraiment? Il y a une chute de fréquence cardiaque. Donc, le patient, on va dire, il a syncopé. Est-ce que c'est un réflexe de Bezoul-Jarisch? Oui, c'est possible. Mais de toute façon, j'ai une vraie syncope que là, assistée par le médecin et par l'infirmière, et qu'il y a une bradycardie, un collapsus, il y a une hypotension. Donc finalement, le patient, il a une hyperactivité vagale avec une hypotension orthostatique, et ça peut expliquer. Toujours, je reviens sur cette notion, c'est qu'il faut voir est-ce que la symptomatologie, est-ce que ce qu'on trouve sur les tests de dysautonomie, d'exploration de SNA, est-ce qu'il peut expliquer ce que le patient ressent avec ces deux, ce qu'on a trouvé? Oui, l'hyperactivité vagale à elle seule, elle peut entraîner des pertes de connaissance, de même pour l'hypotension orthostatique. On veut traiter le patient. Bien sûr, comme vous savez très bien, il y a peu de textes clairs dans la prise en charge des syncopes vasovagales. Celui-là, c'est les recommandations japonaises. Qu'est-ce qu'elles disent? Quand on veut traiter une syncope vasovagale, toujours les mesures d'hygiène, compression veineuse, avec alimentation salée et liquide. Donc, et ça veut dire hydratation. Le patient, il a déjà vu un cardiologue, ça fait plus que 6 mois. Son cardiologue l'a bien traité. Il a même mis le Daflan, il a même mis les Fortil. Et voilà, donc l'arsenal thérapeutique plus tard, qu'est-ce qu'on dispose sur le marché pour traiter les syncopes vasovagales? On a les vénotoniques, les Fortil, il y a aussi ce qui est proposé, voici ces 4 thérapeutiques, le Gardénal, la fludrocortisone, l'amidodrine et les antidépresseurs. Et quand on trouve dans les antidépresseurs, on a cette classe thérapeutique, les inhibiteurs de la sélective de la recapture de la sérotonine et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Alors ce matin, avec la présentation de professeur Meriem Haboub, donc on a tout bien compris les différents mécanismes de ces thérapeutiques-là. Et bien là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces antidépresseurs. Pourquoi on les prescrit dans la dysautonomie? Je veux juste attirer l'attention que pour le Gardénal, c'est un brevet de professeur Benjeloun, je le partage avec vous. Il n'y a pas de papier sur le Gardénal, c'est surtout les travaux qui ont été réalisés par professeur Benjeloun sur l'effet du Gardénal sur le système nerveux autonome.
Alors, ces thérapeutiques-là, comment les prescrire? Donc, ça, c'est les recommandations japonaises. Effectivement, ils sont proposés les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Et donc, chez mon patient, quand est-ce que je dois prescrire l'IRSNA? Qu'est-ce que c'est que l'IRSNA? Quel est son mécanisme d'action? Et là, je laisse la parole à Nada. Merci beaucoup. Alors, une fois que le patient va être mis sous IRSNA, donc le professeur Waradi me dit, voilà, je vais mettre sous IRSNA, et là, on va réfléchir. On va se dire, très bien, déjà, c'est quoi les IRSNA? Les IRSNA, ça fait partie d'une classe très, très large, c'est la classe des antidépresseurs. Et là, dans les antidépresseurs, on va retrouver plusieurs types, plusieurs classes thérapeutiques. On va avoir les tricycliques, les tétracycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qu'on va appeler ISRS, vous les retrouverez tout à l'heure, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, qu'on appellera IRSNA pour plus de facilité, et d'autres classes. Alors, généralement, le choix des IRSNA déjà va se porter d'une manière assez logique, du fait que les tricycliques, malgré que certains vont avoir un effet sur la noradrénaline, notamment la clomipramine par exemple, bien, par exemple, ça ne pourra pas être un bon choix du fait qu'il va y avoir un effet anticholinergique qui va être très puissant. Donc d'office, ça s'est écarté. Donc on va dire que le choix des IRSNA, pour ne pas entrer dans le détail de tous les antidépresseurs, va se porter du fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui va avoir un effet sur la noradrénaline d'une manière suffisante. Parce que finalement, ils ont tous un peu un effet sur la noradrénaline d'une manière ou d'une autre, mais ce ne sera pas suffisant. Donc ceux qui vont être suffisants sans avoir l'effet anticholinergique, il ne reste plus que les IRSNA. Donc de tout cela, on va être limité à 2 molécules, venlafaxine ou duloxétine. Et là, il faudrait quand même comprendre comment ça fonctionne. Déjà, un ISRS, par définition, ça va agir sur la sérotonine. Donc voilà, on va voir, alors je sais pas où le pointeur, voilà. Là on voit, oups, j'ai trompé le bouton. Là on voit un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique, et ça c'est la synapse entre les deux, donc la jonction entre les deux neurones, chez une personne qui n'est pas dépressive, en gros une personne qui est normale. Ce qu'on va voir, c'est que le neurone présynaptique, ici c'est un neurone sérotoninergique, va relâcher de la sérotonine dans l'espace. Ça c'est vraiment la simplification de la simplification, mais c'est tout ce dont on a besoin pour comprendre aujourd'hui. Et ils vont être captés par des récepteurs postsynaptiques. Quel que soit le neurone postsynaptique, quelle que soit son action, il va être capté là et le message nerveux va pouvoir passer. Ça, c'est quand tout va bien. Quand ça ne va pas, le cas d'une personne dépressive ou autre, parce que finalement, on va revenir tout à l'heure vers le SNA et voir quel est le lien, c'est qu'on va avoir en fait une sérotonine qui va être très diminuée, quelle que soit la raison. La raison, elle est en amont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve avec très peu de sérotonine dans l'espace présynaptique. Donc, les récepteurs qui sont là ne peuvent pas passer le message, pour la simple raison qu'il n'y a pas de transmetteur qui va permettre de le faire. Donc là, les ISRS, ce qu'ils vont faire, ils vont aller là, et ils vont bloquer ces petits récepteurs. Pourquoi? On va revenir au début pour comprendre. Ici, la sérotonine est lâchée dans l'espace présynaptique, dans l'espace intersynaptique. Une partie va s'attacher ici, et puis une fois qu'elle a fini son travail, elle va être recaptée par ce qu'on appelle les CERT, c'est-à-dire Serotonin Transportation. Les CERT, c'est des petits canaux qui vont permettre de récupérer la sérotonine, de la remettre à l'intérieur de la cellule. Le neurone présynaptique. Là, il va y avoir deux choses. Ou il va être recyclé et réutilisé, ou il va tout simplement être, il va être délité. Il n'existera plus. Il y aura du métabolisme. Donc on n'aura plus de sérotonine. Donc nous, ce qu'on veut, notre objectif final, c'est de garder un maximum de sérotonine ici. Si on ne peut pas agir en amont, on pourra le faire, mais c'est sur le long terme avec les ISRS, mais sur le court terme déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer ici les canaux. On va dire stop, on arrête de capter ça. La sérotonine qui est là, elle restera là. Donc, elle va pouvoir activer et activer encore et encore les récepteurs sans jamais être captée à nouveau. Enfin, du moins durant la durée du traitement. Donc ça, c'est pour les ISRS. À partir de là, on peut comprendre le mécanisme des IRSNA, parce que c'est le même. C'est juste que ça va se faire au niveau des neurones noradrénergiques. Et donc, c'est exactement le même type de mécanisme. Là, c'est quelque chose qui va nous montrer un peu des neurones présynaptiques, noradrénergiques et sérotoninergiques. Et ici, un neurone postsynaptique qui va nous donner une réponse cellulaire quelle qu'elle soit. Donc, ici et là, on voit
On voit ici TCA parce que c'est les tricycliques, vous voyez, parce que c'est eux qui ont à peu près le même effet. Et là, on le voit aussi au niveau noradrénergique. Le problème, comme j'ai dit, c'est le côté anticholinergique, donc il ne pourra tout simplement pas correspondre au profil de vos patients. Mais là, on va avoir donc les IRSS et les IRSNA qui vont venir bloquer le récepteur CERT. Le récepteur NET, c'est pour norépinéphrine transportation, je pense au transporteur, quelque chose comme ça. Donc c'est le transporteur de la norépinéphrine, c'est-à-dire de la noradrénaline, et là le transporteur de la sérotonine. Donc là, une fois qu'il est bloqué, eh bien, il n'y aura pas de recaptation là de la sérotonine à ce niveau, ni de la noradrénaline à ce niveau-là. Donc pas de recyclage, pas de métabolisme. Parce que si on n'avait que le recyclage, on aurait laissé le mécanisme se faire, ça n'aurait pas posé de problème. Mais le métabolisme va faire qu'on va perdre une grosse partie de ces transmetteurs. On ne les aura plus, ils vont être détruits. Donc il faut absolument qu'on empêche cette voie-là. Et c'est pour ça qu'on vient bloquer ici et bloquer là. Résultat, ce qu'on a comme noradrénaline va rester dans l'espace synaptique, ce qu'on a comme sérotonine va rester dans l'espace synaptique et les récepteurs pourront recevoir justement leur neurotransmetteur qui pourra permettre la suite de la réponse cellulaire. Donc ça, c'est au niveau cérébral. Après, ça, c'est sur le court terme, parce que sur le long terme, il y a des mécanismes un peu plus complexes qui vont permettre, entre autres, par exemple, et qui expliquent, par exemple, pourquoi est-ce que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine vont avoir un effet un peu retardé. C'est notamment des phénomènes de downregulation qui vont permettre à certains récepteurs qui vont être là, le 5, je ne sais pas s'il est mentionné, 5-HT, alors 5-HT sérotonine, vous allez avoir en fait des récepteurs 5-HT1A, ce n'est pas mentionné, c'est un type de récepteur un peu comme ça, qui eux permettent un peu le dosage, permettent un peu la régulation du largage de la sérotonine dans l'espace synaptique. Donc ça, sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que le fait d'avoir beaucoup de sérotonine ici, au début, va faire que ça va bloquer ces récepteurs-là, qui vont arrêter pendant un certain temps, parce qu'ils pensent qu'il y a assez de sérotonine comme ça. Ils vont arrêter de donner de la sérotonine, ils vont dire c'est bon, il y en a assez dans l'espace synaptique, donc le patient il va toujours pas bien, il a besoin de 3-4 semaines, alors que ça, ce phénomène, ça se fait en quelques heures, quelques jours. Mais en fait, il a besoin de 3-4 semaines pour avoir un effet durable. Pourquoi ? Parce que comme ces récepteurs vont donner un signal à l'intérieur, on dit stop, n'envoyez plus de sérotonine, c'est bon, on en a assez dans l'espace. En fait, il a besoin d'un petit moment pour s'adapter, pour se réguler et vouloir revenir à un équilibre. Et là, il va commencer à envoyer un autre type de message où il va s'adapter justement. Il va ou diminuer la sensibilité de ses récepteurs ou leur nombre au niveau des neurones présynaptiques. Et résultat, eh bien, il va recommencer à donner de la sérotonine et c'est là où le patient commence à aller mieux. Donc c'est là où il faut comprendre que le patient, il faut lui expliquer ça dès le début. Il aura au début, pendant 3-4 semaines, des effets secondaires, notamment digestifs par exemple, ou sexuels qui sont d'ordre dysautonomique à ce moment-là. Mais il faudra lui faire patienter parce que le vrai résultat, il viendra après 4 semaines, tout simplement à cause de ce phénomène de downregulation. Sur le très long terme, on peut avoir des éléments beaucoup plus intéressants qui vont être de l'ordre de la plasticité, de la neuroplasticité. Donc on va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus développé. Mais ça, disons que bon, c'est une autre paire de manches, on en parlera peut-être une autre fois si on se revoit. Donc à partir de là, je redonne la main à professeur Warradi pour la suite et puis je reviendrai tout de suite. Merci Nada. J'espère que vous avez compris le mécanisme d'action. En fait, c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, puisque quand on parle du système nerveux, que ce soit sympathique ou parasympathique, c'est des neurones. Hein. Donc il y a des ganglions présynaptiques, donc ça c'est le système sympathique et ça c'est le système parasympathique. Il y a des neurotransmetteurs qui sont modulés entre les neurones. Donc quand on parle du système parasympathique, à ce niveau-là, on a le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine, donc dans les deux niveaux. Pour ce qui est de système sympathique, on a l'acétylcholine au premier ganglion, à ce niveau-là, et au niveau des organes, c'est la noradrénaline. Vous allez me dire pourquoi on ne donne pas uniquement l'inhibiteur de la recapture de la noradrénaline. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on va maintenir la noradrénaline au niveau de l'espace synaptique. C'est ça le principe de ce traitement. Maintenir ce neurotransmetteur, et le principe c'est que si on a plus de neurotransmetteurs, ça veut dire si on a plus de noradrénaline, l'action va persister dans le temps. Et c'est un effet recherché. D'accord ? Sur le marché, ça existe en fait, il y a uniquement inhibiteur de la noradrénaline, ça existe, mais pas ici au Maroc, ça existe uniquement aux États-Unis et il est peu prescrit. Or, ce qu'on a sur le marché, inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine. En fait, c'est ça la problématique.
La sérotonine, il est au niveau du cerveau, il est incriminé dans la physiopathologie de la dépression. Mais quelles sont les indications chez nous en dysautonomie? Parce que quand on parle de ces thérapeutiques, le médicament, les IRSNA, il s'appelle Venlafaxine. Il est donné principalement pour la dépression et qu'au cours des études, au cours de son indication pour la dépression, puisque c'est un inhibiteur de la sérotonine en plus de la noradrénaline, les effets cardiaques ont été observés. Il y a plusieurs pas, et ceci depuis longtemps, depuis les années 80, là où on l'a découvert. Et que, regardez, donc ça a été précisé qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, et ça a été précisé sur plusieurs études. Du coup, quand on parle de cette classe thérapeutique qui sont les IRSNA, j'espère que vous faites maintenant la différence entre IRSNA, ça veut dire inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ça veut dire qu'il va augmenter la noradrénaline et la sérotonine, avec les anciens ou bien les plus prescrits qui sont les IRS. IRS, ça veut dire inhibiteur de la recapture uniquement de la sérotonine. Il est indiqué uniquement dans la dépression. Mais inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, on parle de cette classe thérapeutique. J'espère que les choses sont claires. D'accord ? Du coup, quand on parle de quel est le mécanisme de ces inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine, il y a des effets par l'inhibition de la recapture de la noradrénaline, et on comprend bien pourquoi, parce que les récepteurs de la noradrénaline, c'est le sympathique. Et donc, si on inhibe sa recapture, ça veut dire qu'il va être élevé au niveau des neurones, au niveau des synapses, et donc on aura l'hypertension artérielle par son action sur les récepteurs alpha-adrénergiques, parce que vous savez très bien, ici, quand on parle de la noradrénaline, donc ça c'est une exception, la glande sudoripare c'est une exception, mais ici on a la noradrénaline, quand vous savez quels sont les récepteurs de la noradrénaline, il y a alpha 1, alpha 2, il y a bêta 1, bêta 2, bêta 3. Et donc par son action sur ces différents récepteurs, on aura les effets qui sont recherchés ou effets secondaires en fonction de l'indication de la prescription. Donc il peut entraîner une hypertension artérielle par son action sur les récepteurs alpha 1. D'accord ? On aura de la tachycardie, on sait très bien, action sur les récepteurs bêta. Et puis, il peut y avoir d'autres effets qui sont la transpiration ou bien le tremblement, qui sont des effets aussi secondaires. Par son action sur la sérotonine, lorsqu'elle va être augmentée, il va y avoir des effets secondaires, surtout digestifs. Finalement, quelles sont les indications, si on veut un peu? Je ne vous cache pas, je n'ai pas trouvé de papier clair qui parle des indications de la venlafaxine ou bien des IRSNA sur la dysautonomie. Zéro. Quand je trouve SNA, vraiment j'ai fait des recherches sur ce sujet, il n'y a pas d'indication claire. En psychiatrie, c'est bien établi, regardez, j'ai trouvé ce papier qui y parle. Donc la psychiatrie, c'est la dépression. Nada va encore parler, c'est surtout la dépression et l'anxiété. En neurologie, on peut le donner dans les fibromyalgies, dans les douleurs non expliquées. Mais est-ce qu'on le donne pour les bradycardies? Non. Le seul papier que j'ai trouvé, c'est surtout les papiers qui traitent la syncope, où on précise qu'on peut donner les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc peut-être professeur Benjeloun va écrire peut-être des recommandations où ça sera noir sur blanc qu'on peut le donner dans certaines indications de la dysautonomie. Du coup, après discussion avec professeur Benjeloun, la venlafaxine ou bien les IRSNA, ils sont indiqués dans des situations pour chercher leur effet sur la noradrénaline. Et ces effets-là, c'est surtout une baisse de la fréquence cardiaque et baisse de la tension artérielle. Quelles sont les situations en dysautonomie où on a ça? C'est surtout l'hyperactivité vagale majeure avec hypotension, d'accord? Pas toute hyperactivité vagale. Hyperactivité vagale, avec baisse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. La PAF, la pure autonomic failure, avec baisse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Et bien sûr, pas en première intention, ça c'est clair. Toujours en deuxième, troisième intention, après, bien sûr, si résistant des autres thérapeutiques. Donc là, je reviens à mon patient. Le patient qu'on a présenté dès le départ. Après les tests SNA, on a jugé à quoi? À une hyperactivité vagale et à une hypotension orthostatique qui peuvent bien expliquer sa symptomatologie. Bien sûr, on a fait cette première intention, donc toutes ces thérapeutiques, on les a proposées. Le médecin traitant, il a proposé carrément l'Efortil et le Gutran, qui n'est pas disponible au Maroc. Après discussion avec professeur Benjeloun, voici le schéma qui a été proposé et qu'on propose généralement chez des patients. C'est que lorsqu'on a un patient de profil pareil, première intention, les mesures hygiéno-diététiques. Je ne vais pas détailler parce qu'on en a parlé depuis le matin sur les mesures qu'il faut faire lorsqu'on a une hypotension.
Puis après, les thérapeutiques qui peuvent augmenter la pression artérielle, il y a le Daflon et les Fortil. D'accord? Et regardez en deuxième intention, on peut la classer soit deuxième, soit troisième. D'accord? En fonction du profil du patient. S'il a une baisse de la fréquence cardiaque, la fréquence basse à 40, tension normale, 11-12, je peux donner Gardénal. D'accord? Parce que Gardénal. Et puis après, si on a une baisse de la tension artérielle avec fréquence cardiaque normale, je peux donner le Gutron, parce que le Gutron, il augmente la tension sans action manifeste sur la fréquence cardiaque. Par contre, si on a une baisse de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, c'est là où on peut introduire soit la fludrocortisone, soit les IRSNA. Alors, chez notre patient, on a choisi de donner les IRSNA, et je ne vous cache pas, je sais qu'il y a des psychiatres qui sont à côté. J'adresse mon patient au psychiatre et vous allez voir, il y a aussi un regard d'un psychiatre. Oui, antidépresseur, on peut le prescrire, mais toujours bien, surtout pour la première fois, de demander un avis et vous allez voir, il y a un regard d'un psychiatre que les cardiologues y connaissent peu. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire Nada quand je vais lui adresser ce patient. À toi la parole. Merci beaucoup. Alors, elle m'adresse le patient, il atterrit chez moi. Il va faire une consultation en psychiatrie. Alors, moi, dans une consultation de psychiatrie, on va rester classique. On va faire le truc classique qu'on fait tous en médecine, hein, les antécédents, l'examen clinique, l'histoire de la maladie, l'examen clinique, blablabla. Donc, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que il y a certains points sur lesquels on va insister. Donc, dès que quelqu'un va me dire « mais je compte mettre ce patient sous IRSNA », je lui dis « très bien, on va vérifier ce qu'il n'a pas une hypertension ». J'ai barré parce que, à toute évidence, il a été adressé par un expert, donc il n'y a rien à vérifier de mon côté. Mais classiquement, si ce n'était pas adressé par un cardiologue, eh bien, j'irai vérifier est-ce que ce patient n'a pas une hypertension artérielle, voir est-ce qu'il n'a pas des antécédents familiaux d'hypertension artérielle, parce que le risque est énorme. À ce moment-là, un minimum est une surveillance. Parfois, on ne peut tout simplement pas prescrire ce traitement parce qu'il ne sera pas adapté. Alors, bien sûr, il faudra vérifier aussi qu'il n'a pas des cardiopathies. Donc, ça, c'est tout ce qui est cardiologique, allongement du QT, un glaucome à angle fermé, ça, c'est avec un ophtalmologue, ou du moins avec les antécédents du patient. Parfois, on arrive à relever tension flélinée. La simple question, parfois, peut nous éviter des problèmes, des troubles convulsifs, parce que ça va abaisser le seuil épileptogène, fonction hépatique et rénale, grossesse, allaitement. Ça, bon, grossesse, allaitement, dans son cas, ça ne s'applique pas, du coup, c'est un homme, mais ça, je vous donne un peu les généralités et les choses qu'on ne va pas forcément vérifier chez 100 patients à elle, mais ça, c'est un peu général. C'est 100 patients à elle, ce que je vérifierai dans ce cas-là, parce que tout ce qui va être arythmie, hypertension, elle l'adresse pour ça, elle sait de quoi elle parle, elle connaît l'indication. Je n'ai rien à faire de ce côté-là. Mais d'une manière générale, si ce n'est pas adressé par un cardiologue, je vérifierai ces points-là. Particulièrement l'allongement du QT, vous verrez que les psychiatres sont vraiment très très à cheval sur ce point-là, vu le risque qui est vraiment très très élevé. Donc à ce moment-là, même si c'est précisé, je recontacte le cardiologue et je lui dis voilà, on est vraiment devant un risque, est-ce que vous êtes sûr que ça va aller de votre côté? Ou alors à ce moment-là, on va monitorer le patient ensemble. Il est déjà arrivé qu'avec vous justement, qu'on retrouve à adresser un patient qui vient chez moi une fois par semaine, qui va chez elle une fois par semaine, et on est là, on monitore ensemble, parce qu'on est devant quelque chose de particulièrement délicat. Du point de vue pharmacologique, il faudrait que je m'assure que ce patient n'a pas déjà eu auparavant un syndrome sérotoninergique, ou du moins récent, c'est-à-dire qui date de moins de 3 à 4 semaines, parce qu'il y a un risque à ce moment-là qu'il refasse un syndrome sérotoninergique, étant donné qu'on parle d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc la sérotonine est là, le risque existe. S'il n'a pas des IMAO, ce sont les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ça ne se prescrit pas beaucoup, hein, peut-être plus du tout, je pense. Je parle sous le contrôle de Dr. Mselim, je pense que ça n'existe plus en fait. Mais voilà, en théorie, nous sommes censés vérifier ça. Les médicaments métabolisés par le cytochrome P450 et la contraception orale du fait des différentes interactions médicamenteuses possibles qui peuvent diminuer, voire annuler certains médicaments, l'effet de certains médicaments. Donc là, je vais un peu vérifier ces points-là. Et du point de vue psychiatrique, dans l'examen, il y a vraiment 3 points qui sont essentiels. Vérifier qu'on n'est pas devant un risque suicidaire, vérifier qu'on n'est pas devant un trouble bipolaire, et vérifier ce qu'il ne s'agit pas d'un trouble anxieux qui pourrait être à l'origine. Donc à ce moment-là, je recontacte. Allô, mais ça ne pourrait pas être un trouble anxieux parce que mon patient, je le trouve très anxieux. J'ai trouvé tel et tel et tel symptôme. Et là, c'est la collaboration entre les deux spécialités en fait. Parce que moi, je peux trouver quelque chose et que ça corresponde à ce qu'elle pense, ou pas.
La seule façon de savoir, c'est de communiquer dessus et de vraiment ne pas hésiter à prendre le téléphone, à contacter, à se connecter avec l'autre praticien, parce qu'on peut avoir des choses qui sont communes, mais que les solutions peuvent différer. Peut-être que si je lui dis, mais écoutez, moi j'ai un problème, hein, votre patient, là, il a un risque suicidaire, je ne peux pas le mettre comme ça sous traitement. Et moi, je dois le mettre, par exemple, sous benzodiazépine. Mais est-ce que c'est OK de votre côté? Parce qu'il a une hyperactivité vagale, je ne suis pas très sûre que ça va coller. Donc, on va essayer de trouver ensemble des solutions pour ce patient. Ce n'est pas les solutions parfaites, c'est les solutions adaptées. Ensuite, donc, ceci fait, on va aller à la mise en place du traitement. On s'est dit, c'est bon, tout est bon, on n'a pas de problème, tout est vérifié. Ce patient, il est OK, je peux le mettre sans aucun souci sous IRSNA. Je n'ai pas le risque, vraiment, de faire tomber mon patient dans un problème qui est encore plus grand. Donc là, je vais avoir 2 molécules principalement dans les IRSNA. Avant de démarrer sur ça, j'irai sur les IRNA dont elle a parlé, donc les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline. Ça existe, mais on ne les utilise pas, il n'y en a pas au Maroc. Il y en avait à un moment donné, il y avait de l'atomoxétine, mais c'est actuellement, je crois, retiré du marché ou là en rupture, je ne sais plus, en tout cas, on n'a plus. Et leur indication, il y a l'atomoxétine, il y a, je pense, un autre truc qui s'appelle la riboxétine, je pense aussi. Et puis une troisième molécule qui est juste dans l'histoire, on ne l'a jamais vue. Donc c'est tout ce qui existe pour les IRNA. La première atomoxétine, c'est pour les TDAH. La deuxième, c'est pour les troubles dépressifs majeurs avec des ralentissements. Je n'en ai jamais vu, donc je ne sais même pas comment ça se prescrit. Je ne connais même pas son nom commercial. Donc les IRNA, ça ne va pas être possible. D'office, on n'y pensera pas, donc je ne sais même pas, est-ce que ça peut être prescrit dans ce genre de pathologie ou pas, je ne sais pas si moi je peux le proposer aux patients. Donc d'office, on est allé sur l'idée que c'est un médicament dont on ne dispose pas, on va rester pratico-pratique, on va aller sur les IRSNA. IRSNA, ça nous dit au Maroc, venlafaxine et duloxétine. Alors, duloxétine, on va commencer par ça parce que mon champ va se porter sur la venlafaxine, je vous expliquerai pourquoi. La duloxétine, c'est un IRSNA, exactement comme la venlafaxine. Maintenant, le problème, c'est qu'elle va avoir un effet noradrénergique qui va être beaucoup moins modulable par rapport à la venlafaxine du fait des dosages qui existent, des posologies qui existent. La duloxétine, on l'a en 30, en 60. La 30 est en rupture, du coup, on n'a plus que la 60. Donc, dans la réalité, ça va être très difficile. C'est ou 30 ou 60. Et c'est des gélules. Donc, je n'ai pas de demi-comprimé, je n'ai pas de possibilité de vraiment moduler mon action noradrénergique. Et ça va être beaucoup plus difficile d'ajuster selon les besoins spécifiques du patient. C'est que si je ne suis pas à 30, je suis à 60, donc je suis extrêmement limité. Tandis que donc, le premier choix, dans ce cas-là, va se porter vers la faxine très naturellement, tout simplement parce qu'il y a une facilité justement de prescription et de modulation des dosages. On va avoir différents dosages qui existent au Maroc. On a du 37,5, du 75 et du 150. Les doses habituelles, elles varient entre justement 37,5 quand il s'agit de sujets âgés par exemple, ou d'insuffisants rénaux ou hépatiques, et peut aller jusqu'à 300 mg. Généralement, on ne dépasse pas les 225 classiquement, mais on peut aller jusqu'à 300 mg, c'est ce qui est dans la littérature. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en dessous de 150 mg, on est sur un effet sérotoninergique. On n'a pratiquement pas, ou pas du tout, d'effet noradrénergique. Donc, pour avoir un effet noradrénergique, on doit être au-dessus de 150 mg. Donc, classiquement, on va être sur 150 à 225 mg. En fait, la raison elle est très très simple. Je ne sais pas si je peux revenir sur les slides pour revenir là où on était tout à l'heure. Je vous expliquerai ça très facilement. C'est que là, quand on est à moins de 150 mg, alors inférieur à 150, on va avoir un effet principalement sérotoninergique pour une raison simple. C'est qu'il va avoir un tropisme particulier pour les récepteurs sérotoninergiques. Donc on va avoir... Il va aller travailler beaucoup plus là, il va beaucoup plus travailler sur le sérotoninergique, il va un peu négliger le noradrénergique au début parce qu'il va avoir plus d'attirance pour le sérotoninergique. Donc il va beaucoup travailler sur le sérotoninergique, il va rapidement nous arranger le sérotoninergique. Mais à moins de 150 mg, il n'y a pas assez de dose, pas assez de métabolites. Le métabolite de la venlafaxine, si je me rappelle, c'est la desvenlafaxine, si je me souviens bien, c'est ça. Donc le métabolite actif qui va être là, ne sera pas suffisant pour avoir un effet justement pour pouvoir, on va dire, saturer ici et passer au noradrénergique. Donc c'est pour ça qu'on doit dépasser 150 mg. Moins de 150 mg, on agit sur sérotonine. Entre 150 et 225, on agit sur les deux. Au-delà de 225, entre 150 et 225, on agit entre 150 et 225, on est sur les jeux. Au-delà de 225 jusqu'à même 300 mg et parfois même au-delà de 300 mg, il y a une prédominance du noradrénergique. C'est là où ça devient intéressant. Il y a certaines études qui ont même suggéré qu'au-delà de 300 mg, on tombe sur du dopaminergique, mais ce n'est pas encore très bien étayé. Mais nous, de toutes les manières, ça c'est quelque chose avec laquelle on ne travaille pas en pratique. En pratique, entre 150 et 225 classiquement, on arrive jusqu'à 300. Et c'est là où je reviens, donc on se dit, bon, si je lui donne
75 mg, c'est pas bon. Si je lui donne 75 mg plus un 37,5, c'est pas bon. Donc je lui donnerai 275 mg ou un comprimé de 150 parce que ça existe aussi. Et là, je commence à agir. Je ne suis pas encore dedans dans le noradrénergique, je ne suis pas encore en plein dedans. Je commence à agir. C'est-à-dire que généralement, on va largement dépasser les 150 mg pour obtenir, et dans le cas de son patient, on atteindra très facilement les 225 mg. Et c'est là où la surveillance va être vraiment importante. Parce que, il y a des risques. Il y a des risques. On ne peut pas donner des doses comme ça et ne pas tomber dans le risque. Et le risque principalement va être psychiatrique. D'où l'intérêt d'avoir fait une bonne vérification avant. Mais avec la vérification, on n'est toujours pas couvert. Ça ne veut pas dire qu'on a bien vérifié qu'il n'y a pas de risque. Si, il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Quelqu'un que je sais ne pas être bipolaire a beaucoup moins de risques que quelqu'un que je sais être bipolaire. De faire un virage maniaque. Un virage maniaque, c'est de faire un accès maniaque. Alors, le risque, bien sûr, est moins, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Du fait qu'il soit là, je suis bien obligée de garder cette surveillance psychiatrique vraiment rapprochée, surtout au début. Ça peut être aussi une activation précoce, ça veut dire c'est comme une sorte de c'est pas des rebonds d'anxiété, c'est un moment où l'anxiété va exploser au début du traitement, et ça fait partie, c'est une activation précoce, c'est très désagréable à vivre, ça peut même être dangereux, mais du point de vue neurobiologique, en fait, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le patient réagit bien au traitement. Donc là, on doit gérer. Mais comment on gère habituellement? Mais c'est là où justement c'est très intéressant de toujours garder contact entre les deux praticiens, c'est quand on va gérer par exemple en donnant maintenant des benzodiazépines. Est-ce que c'est possible dans une hyperactivité vagale? Pas toujours, ça dépendra. Il y a le risque. Donc là, c'est là où on appelle le cardiologue. Ça vous va votre patient? Je le mets moi sous benzo. C'est pas moi qui décidera. On fera ensemble. Parce que sinon, si je décide toute seule, il se peut que je fasse un faux pas. Parce que c'est là où justement la complémentarité est importante. Et puis il y a aussi la possibilité de lever d'inhibition, c'est-à-dire quand il y a un risque suicidaire, il peut passer à l'acte. Il faut vraiment prendre ça très au sérieux. Et le risque suicidaire, il ne va pas vous le dire forcément, il n'a pas forcément l'air triste, il a l'air tout souriant parce qu'il est très heureux, il a trouvé une solution, il va pouvoir mourir. Ah, donc il est vraiment content. Donc c'est là où il y a un risque, c'est là où vraiment il faut faire un examen psychiatrique. Comme elle l'a bien dit, c'est surtout au début. Parce que peut-être qu'après, pour le suivi, il suivra avec son cardiologue. Moi, je lui dis généralement aux patients, je dis écoutez, moi je suis là pour l'évaluation, pour la mise en place du traitement, mais après, ce n'est pas de la psychiatrie, vous n'avez rien du point de vue psychiatrique. Il va falloir continuer avec votre médecin. Même chose, le bilan hépatique et rénal, il faut un bon suivi. Et puis du point de vue de la cardiologie, généralement, quand il n'a pas son cardiologue, donc d'une manière générale, moi je vais demander quand même une surveillance d'attention artérielle, un ECG qui va être répété spécialement pour voir un allongement du QT, ce qu'il y en a un. Maintenant, comme il a son cardiologue, je lui dis tout simplement revenez chez votre cardiologue et ça ira très très bien. Et puis, en conclusion, moi je serai à la conclusion. Amel, tiens, je t'en prie. Mais voilà, en gros, moi je pense que notre message principal à toutes les deux aujourd'hui, c'est vraiment qu'on a des points communs qui sont vraiment très très importants et qu'il faut savoir justement peut-être jouer un peu ce ping-pong qu'on a fait aujourd'hui et qui permet vraiment de garder un bon équilibre pour le patient. Voilà. Merci beaucoup Nada. Alors les IRSNA, c'est un antidépresseur. On peut le prescrire en dysautonomie ou en deuxième ou troisième intention lorsqu'on a une vraiment baisse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle qu'on n'arrive pas à gérer par les mesures d'hygiène et par les médicaments qu'on donne en première intention. Et que vaut mieux, il faut adresser, je préfère vraiment adresser les patients pour démarrer le traitement chez un psychiatre, parce que vous avez vu, il y a des risques suicidaires, il y a aussi un risque de passer à l'accès maniaque, et donc il y a des questions que nous, les cardiologues, peut-être on ne prend pas assez de temps pour les poser, pour savoir l'histoire psychiatrique du patient, d'accord? Et puis après, il ne faut pas oublier, c'est un médicament, donc il faut quand même un suivi, que ce soit par l'examen clinique et le CG, parce qu'il y a un risque d'allongement de QT avec certains thérapeutiques. Et puis voilà, donc j'espère qu'on a répondu à la question et que vous savez maintenant qu'est-ce que c'est que l'IRSNA, quel est le mécanisme d'action, les indications en psychiatrie et en dysautonomie, comment les prescrire, les démarrer et les surveiller. Merci pour votre attention.